Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Pendant 2 heures, vous allez pouvoir nous parler de vous, de votre vie, mais aussi partager votre expérience avec d'autres auditeurs en appelant le 3921 où Julie et Asiba vous attendent à l'autre bout du fil. Vous pouvez aussi participer à l'émission en nous envoyant vos courriels sur le site europe1.fr. Alors ça, c'est totalement gratuit. Vous pouvez également nous envoyer vos textos au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Mais là, c'est payant, c'est 50 centimes plus le prix du SMS. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Oui, bon, oui, je sais plus le prix du SMS. Oui, c'est 50 centimes, hein, c'est ça, 50 centimes le prix du SMS. On va accueillir, alors ce soir, c'est Philippe Chartier qui réalise l'émission avec qui j'étais en train de parler parce que je me disais que je m'étais embrouillée dans les tarifs, mais non, c'est bien ça. Je vous ai dit, hein, vous le savez, je suis un peu fâchée avec les chiffres. Allez, on accueille tout de suite Saïd. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Saïd. Aux auditeurs. Et je vous remercie de me prendre à l'antenne. Je vous en prie, je suis là pour vous. Hein. Merci beaucoup. En fait, là, en ce moment, je traverse une phase dépressive de l'histoire que j'ai vécue avec ma copine jusqu'à maintenant. Oui. Et je ne sais pas comment me sortir, en fait. Alors, vous êtes avec elle depuis 6 ans ? Voilà, tout à fait. Et pourquoi, en ce moment, ça ne va pas ? En fait, au départ, j'ai voulu me marier avec elle et tout ça, donc... finalement, elle a changé d'avis. Alors, comme elle a changé d'avis, elle voulait pas se marier avec moi. J'ai décidé de chercher ailleurs. Donc, je me suis fait quelques aventures. Donc, quand elle a découvert ça, elle n'était pas contente. Bon, du coup, elle aussi, de son côté, elle a cherché ailleurs. Elle a été ailleurs. Donc, après, c'est le harcèlement. Tous les jours, on se bagarre, on se chamaille tout le temps, donc c'est des insultes, c'est des gros mots. Donc ça dure jusqu'à maintenant. Mais vous n'arrivez pas à vous séparer ? Là, on n'arrive pas à se séparer, justement. Et donc, en plus de ça, l'histoire le fait que je l'ai trompée, donc elle n'arrête pas de me harceler par rapport à ça. Oui. Donc tous les jours, soit elle vient un jour par jour, ou 3 ou 4 jours après, quand elle vient me voir, ça recommence. Donc, à chaque fois qu'on a des rapports intimes, tout de suite, elle commence les insultes et tout ça. Donc, c'est comme si je la trompais tout le temps. Donc, le fait que je l'ai trompée, ça ne s'arrête pas. Et quand vous l'avez trompée, vous étiez ensemble ou c'était au moment où, après qu'elle ait refusé votre demande en mariage, et donc vous avez dit que vous alliez voir ailleurs ? Voilà, tout à fait. Vous étiez séparés à ce moment-là ou vous étiez avec elle lorsque vous l'avez trompée ? En fait, il y a des fois, j'étais avec elle, et il y a des moments, elle était en vacances en fait, donc. Oui, mais alors on peut être en vacances, un peu éloigné physiquement, mais pour autant que la relation continue. Parce que moi, ce que j'entends, est-ce que vous avez été séparés à un moment d'elle ? Est-ce que vous vous êtes dit, quand elle a refusé votre demande en mariage, vous vous êtes dit, on arrête la relation, et vous avez eu des relations en dehors d'elle, ou malgré tout, même si elle a refusé votre demande en mariage, vous avez poursuivi la relation tout en ayant des relations avec d'autres femmes ? C'est ça que j'aimerais comprendre. Oui, c'est ça. Une fois, en fait, je l'ai trompée, on s'était séparés, en fait. Mais les autres fois, non, on était ensemble, toujours. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi vous dites, vous aviez un projet de mariage, et puis elle a changé d'avis. Elle a pu vous expliquer pourquoi elle a changé d'avis ? Ouais, en fait, c'est des gens, comme je travaillais comme barman, donc c'est des gens que je connaissais dans les bars et tout ça, qui lui racontaient mes aventures et tout ça, donc c'est par rapport à ça qu'elle a changé d'avis. Qui lui disait quoi ? Que vous étiez dragueur ?
voilà, comme quoi je sortais avec beaucoup de femmes, lui en racontais beaucoup d'histoires. En fait, c'est celle avec qui je suis sorti. En fait, je les ai eu au téléphone, donc elle a même parlé avec elle. Hmm. Voilà, donc je lui dis que toutes ces histoires c'est fini et tout ça, mais maintenant ça dure encore. Donc voilà, à chaque fois elle me ressort ces histoires. Donc elle n'arrive pas à vous faire confiance. Voilà, Mais tout à fait. d'après, au départ, c'est fondé sur sur la réputation qu'on vous a faite. C'était Au départ, une oui. réputation de dragueur, de séducteur. Voilà, tout à fait. Hein, La qui première n'était fois. qui Ouais. était peut-être fondée, mais avant que vous la rencontriez. Non, non. Non, même pas. Non, non, même pas. Non, Bon, non. donc là, et puis de là, finalement, en ayant des relations avec d'autres femmes, c'est comme si vous donniez raison à ses craintes. Voilà, tout à Donc fait. c'est là où Donc, c'est difficile après de repartir, d'expliquer un peu les choses dans un climat un peu serein. Mais pour autant, vous n'arrivez pas à vous séparer. Donc vous vous disputez beaucoup. ah, toi, ouais. Vous n'arrivez pas à chaque fois qu'on se construire. retrouve. Oui, c'est ça. Vous n'arrivez pas à construire, mais vous n'arrivez pas à vous séparer non plus. Voilà, tout à fait. À chaque fois, elle part, elle décide de partir définitivement, et puis je l'appelle, je la supplie et tout ça, elle revient. Voilà, à chaque fois, ça se passe comme ça. Depuis 6 ans, on s'est séparés, on va dire une trentaine ou une quarantaine de fois. Donc à chaque Oh fois, là là, oui. à chaque fois, à chaque fois qu'on se voit, chaque 2-3 jours, c'est les disputes. C'est les insultes, Oui. les gros Et vous, mots. là, vous m'avez dit, vous êtes dépressif en ce moment. Ça vous. Ah ouais, là, je suis complètement, je ne sais pas quoi faire en fait. Oui, parce que J'ai vous beau tenez chercher à elle. Ah oui, je l'aime, Caroline, ouais, tout à fait. Oui, mais alors vous êtes dans une relation un peu où il y a beaucoup de sadomasochisme, hein, vous vous faites souffrir là. Ah ouais, Moralement, c'est une en tout cas. situation infernale. Hein, Oui, c'est franchement. infernal, oui. Ouais. Parce que c'est dans ce. Vous n'arrivez pas à vous quitter, elle revient vers vous, mais elle revient vers vous et elle vous fait payer vos infidélités. Donc vous pouvez pas Voilà. vous en sortir parce que vous êtes dans une culpabilité. Ouais. Tout en sachant que elle aussi de son côté, elle m'a trompé. Elle a eu aussi des infidélités. Tout à fait, voilà. Ouais. Mais à chaque fois que je lui reproche ça, Oui. elle me dit que c'est toi qui m'as poussé à aller vers les D'accord, autres. et oui, tout c'est ça. Donc finalement, elle renvoie, elle dit, en gros, c'est vous qui avez commencé. Donc on Voilà. n'en sort pas. On Vous n'en n'en sort sortez pas. Hein, c'est Non, en fait, un dialogue de sourds. En fait, c'est plus que ça. Je ne sais pas, par respect aux auditeurs, donc il y a des choses qu'elle utilise. Donc, quand on a des rapports intimes, donc elle vérifie même la suite, quoi. C'est ça. À chaque fois qu'on a des rapports, donc elle fait ça. Et ça me perturbe moralement. Ça me casse. Mais ça devient une obsession. Tout à fait. Ouais. Donc à chaque fois qu'elle reste 2 jours ou 3 jours, quand elle vient, donc elle me dit ouais, ça se voit que tu m'as trompé, il y a pas assez de trucs. Donc si elle vient tous les jours, elle voit que c'est la même chose, elle me dit bon ça va. Et quand elle reste une journée, 2 jours de plus, après elle va venir me voir, c'est sûr que je l'ai trompée. Donc à chaque fois elle me ressort ça, à chaque fois que je vois ça, ça me met hors de moi, je suis peut-être dégoûté. Je ne sais Bon, pas quoi faire. il y a des choses, semble-t-il, assez profondes dans votre relation où vous êtes dans une relation où vous vous faites mal mutuellement, où maintenant votre amie s'est enfermée dans quelque chose où elle n'arrive pas à surmonter une blessure profonde liée à ses infidélités, où elle est dans l'incapacité de pardonner. Donc
Elle est dans un état de souffrance. Vous souffrez, elle aussi souffre. Ah, tout à fait. Mais ça porte. Je pense que c'est qu'il y a quelque chose qui porte atteinte à l'image qu'elle a d'elle-même. Elle a dû se sentir rejetée, dévalorisée, pour qu'elle porte autant de crédit à ce qu'on ait dit de vous. Vous voyez, parce que finalement, elle vivait avec vous. Ouais. Donc, en principe, au lieu de porter du crédit à des rumeurs, eh bien, on se fait sa propre opinion. Donc, pourquoi, à propos de rumeurs, elle a abandonné un projet qui, d'après ce que j'ai compris, lui tenait à cœur autant qu'à vous? Qui avait eu l'idée de mariage la première fois? Bah, c'est moi qui ai proposé. Quand même, ça venait de vous. D'accord. Ouais. En fait, elle était contente, elle était ravie au départ. D'accord. Et c'est par la suite que tout a changé. Moi, j'ai pensé au fait que... J'ai pensé. Parce que j'ai beau chercher dans ma tête... Parce qu'elle avait eu une relation avant. Elle était mariée à quelqu'un d'autre. Donc, elle a eu des enfants même avec lui. Oui. Donc, elle s'est séparée de son ex à cause de ça, en fait. À cause de quoi? De l'infidélité? D'après ce qu'elle m'a raconté, comme quoi... Voilà. Parce qu'il lui était infidèle. Voilà, ouais. Ah oui, mais bon, alors ne cherchez pas. Moi, j'ai pensé qu'elle est en train de revivre la même chose avec moi ou de retransmettre... Oui, il y a quelque chose de son histoire passée qui n'est pas réglé et donc elle a pas voulu prendre le risque avec vous. C'est-à-dire que quand ces rumeurs lui sont revenues aux oreilles, ça a réveillé toutes les blessures de son histoire passée avec son ex-mari. Bah, c'est à ça que j'ai pensé. Et elle est en boucle là. Elle est en boucle dans une jalousie un peu obsédante. Et finalement, l'objet, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas le partenaire, mais c'est pas vous. Même si elle s'en prend à vous, l'enjeu, c'est plus vraiment celui qu'on aime, enfin son mari, sa femme, son compagnon, sa compagne, mais le rival. On est dans une compétition avec le rival, donc en l'occurrence les autres femmes, qui sont censées supposer posséder tout ce dont soi-même on se sent dépourvu. Ah. Donc il y aurait, si vous voulez, il y a à travailler quand on est dans une telle un peu jalousie, à travailler sur l'estime de soi. Et puis il faudrait aussi se dire que l'aventure de l'autre, dans ces cas-là, ça tombe pas du ciel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous le dites bien aussi, vous êtes allé vers d'autres femmes parce que vous étiez dépité. Tout à fait, ouais. Qu'elle refuse votre demande en mariage. C'est-à-dire que elle vous rejetait, en quelque sorte. Ah, ouais, et comment? De quelle façon? Donc là, il n'y a pas de remise elle ne peut pas se remettre en question parce qu'elle est trop blessée. Et blessée de par son histoire de couple précédente, et peut-être de par son histoire d'abandon ou de trahison qui viennent même plus profondément et de l'enfance, parfois. Moi, je pense, Saïd, au vu de ce que vous êtes en train de me dire, de votre relation, où vous êtes quand même dans un peu un scénario infernal, où vous dites que vous êtes en dépression, où elle souffre certainement beaucoup de son côté, et où en même temps vous n'arrivez pas à vous séparer, que ça serait vraiment important de faire appel à un tiers, c'est-à-dire un thérapeute, soit un conseiller conjugal, soit un thérapeute de couple, pour vous aider à vous parler, vraiment à vous permettre d'entendre ce que vous avez à vous dire, à la façon dont vous avez vécu les choses, l'un et l'autre, à véritablement vous entendre pour pouvoir avancer et cheminer ensemble, ou pas d'ailleurs. Peut-être que finalement votre relation va pouvoir reprendre et sur quelque chose de beaucoup plus sain et constructif, parce que là elle est en train de vraiment se détériorer, en tout cas elle vous fait du mal, ou soit peut-être vous allez vous rendre compte que vos chemins de vie ne sont pas compatibles, mais vous ne serez pas dans cette impasse, vous ne resterez pas dans l'impasse dans laquelle vous êtes. Or,
puisque vous avez des sentiments l'un pour l'autre, il y a une possibilité encore. Il faut miser là-dessus, mais pas en restant dans ce face-à-face où vous ne pouvez, dans cet état de souffrance dans lequel vous êtes, et l'un et l'autre, que vous faire du mal actuellement. Ouais, mais le seul truc, en fait, qui nous fait souffrir tous les deux, c'est à chaque fois qu'on se retrouve pendant le rapport intime. Donc, c'est là où commence. À chaque fois, ça vient de là. Donc, mais oui, mais c'est l'intime. C'est là que ça démarre à chaque fois. Mais parce que l'intime, justement, la sexualité, c'est que la traduction, le reflet du rapport humain. Donc c'est pas un hasard aussi si ça commence là, le conflit. Parce que votre relation affective, amoureuse, elle est très, très problématique, très détériorée en ce moment. Donc ça rejaillit aussi sur votre sexualité. Donc je pense que ça serait important, vraiment, proposez-lui. Puisque dire on peut pas continuer à être dans une relation où on se fait du mal comme ça, allons voir quelqu'un pour qu'il nous aide. Justement, je vais proposer plusieurs fois qu'on aille voir un sexothérapeute ou quelque chose comme ça. Oui. À chaque fois, il me dit non, je connais, j'ai pas besoin de voir un médecin pour m'expliquer ces choses. Je suis majeur, je connais la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors un thérapeute peut-être, un thérapeute de couple. Vous ne faites pas entrer la sexualité, mais pour parler de votre relation. Peut-être que c'est parler de la sexualité qui peut la mettre un peu mal à l'aise. Ce qui ne veut pas dire qu'avec un thérapeute de couple, vous ne pourrez pas aborder cet aspect-là aussi, de la relation de votre couple. Parce qu'en thérapie de couple, évidemment que la dimension de la sexualité est abordée, mais dans le cadre aussi de la relation de couple. Mais peut-être à ce moment-là, parler de la relation de couple, d'un thérapeute de couple. Caroline, en fait, rien que ce matin, elle a rendez-vous chez son gynécologue. Je lui ai demandé qu'on aille le voir ensemble, en fait. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler des choses intimes, sexuelles avec un gynécologue ou pas? Ah ben oui, bien sûr. Voilà, donc je lui ai proposé ça, elle m'a dit d'accord, comme c'est son... Et elle est d'accord pour que vous alliez voir son gynécologue avec elle? Ah ouais, là elle est d'accord, ouais. Donc on va essayer de voir avec ce gynécologue. Bon, écoutez, ça peut être un premier pas c'est un tiers déjà. C'est un tiers où vous pouvez parler de votre intimité. Le gynécologue recueille beaucoup, et dans l'intimité des femmes recueille beaucoup de confidences, et donc y compris sur leur sexualité. Donc c'est déjà faire entrer un tiers dans votre intimité de couple. Mais je pense que le sexologue, le gynécologue vous orientera vers un thérapeute de couple, enfin en tout cas un sexothérapeute, quelqu'un qui va s'intéresser à votre relation de couple. Parce que c'est elle qui est problématique, parce que là vous êtes centré sur votre sexualité, parce que c'est là où le bas blesse, mais oui, mais parce que le bas blesse aussi sur votre relation. La sexualité, elle peut pas bien fonctionner si votre relation elle est problématique. Voilà. Ça, je me rends compte. Bon, donc c'est déjà bon signe. Vous voyez, elle n'est pas fermée à toute demande d'aide. De toute façon, si vraiment après c'était le cas et qu'elle ne voulait pas aller voir un thérapeute de couple, rien ne vous empêche de faire une démarche pour vous, de voir quelqu'un pour ne pas vous enfermer dans un état dépressif, Saïd. Ouais. Bon courage. Je vous remercie, Caroline. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Au revoir, Saïd. Et on accueille François. Bonsoir. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir, François. Je suis très, très heureux de vous entendre. Merci. Je vous ai appelé il y a à peu près 1 an et demi concernant l'accident de ma petite fille, Christelle. Un accident de la route qui a été quand même une tragédie parce qu'on avait effectivement frôlé l'amputation de sa jambe.
Et je voulais vous remercier parce Comment va-t-elle? écoutez, elle va bien. Elle va bien et en fait l'objet de mon appel ce soir c'était d'adresser, déjà de vous dire merci et d'adresser écoutez, à tout le monde un grand message d'espoir et d'amour. Je trouve un petit peu rare en ce monde. Comme quoi il ne faut jamais désespérer même dans la souffrance. Donc ma fille va bien, sa jambe est là. Elle remarche, elle recommence à courir. Bon. Tous les médecins, tous les chirurgiens, tous les gens qui se sont occupés d'elle médicalement ont été formidables. Voilà. Et je vous avais appelé à cette époque pour vous faire part en fait de ma grande tristesse, de mon désarroi. Je vous avais demandé en fait ce qu'il fallait que je fasse de plus pour elle. Et vous Oui, je me souviens bien de vous. Oui. Et je voulais je suis heureuse de savoir qu'elle va bien. Oui, que c'est elle va bien. Et par en rapport fait, à ce qui avait pu être au départ envisagé. Hein, donc, ouais. Oui. Tout à fait. Et en fait, elle avait été très émue de votre photo, de votre petite carte personnalisée que vous m'aviez demandé, envoyée. oui, pour elle une petite. Voilà. Je n'aurais pas de moi-même envoyé une photo. Hein, vous m'aviez demandé, je me souviens. Bien sûr. Oui. Ça avait été c'est pas grand-chose, vraiment... hein. L'important, ce que vous devez remercier surtout, c'est les chirurgiens, comme vous dites, et les médecins qui se sont occupés d'elle et qui font que votre fille peut aujourd'hui à nouveau se servir de sa jambe, marcher, courir. Parce que je trouve qu'on les remercie pas assez, on pense pas assez à eux. Je trouve les médecins, les chirurgiens qui font un travail dans l'ombre et un travail formidable. On les met pas assez à l'honneur, je trouve. Oui. Cette profession-là. Oui, ça c'est vrai. Je dirais que ce sont un petit peu des gens sur, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, qui sont un petit peu sur une autre planète, entre guillemets. Mais qui sauvent des vies, hein. Qui sauvent des vies, qui réparent, Absolument. Ouais. Et donc, on avait quand même tous été très, très heureux de votre geste et de votre gentillesse, et vous m'aviez fait beaucoup de bien à l'époque parce que c'est vrai que j'étais un petit peu paumé. Je suis ressorti de cette histoire à l'époque en fait où j'étais au chômage également, très meurtri dans mon esprit, et j'ai eu la chance de retrouver du travail. Le travail que je faisais précédemment est un travail que j'aime toujours. Donc c'est pour ça que je voulais simplement faire un témoignage de, d'espoir à tous les gens qui sont dans la douleur, dans l'incertitude. Il y a, je pense, toujours quelque chose qui peut se produire dans la vie, même s'il y a beaucoup d'attentes, même s'il y a beaucoup de déceptions. Je pense que si on y croit, ma fille y a cru, j'y ai cru également. Et finalement, donc aujourd'hui vous voulez apporter un message d'espoir, mais je sais aussi que vous vouliez parler d'un problème plus personnel quand même malgré tout ce soir. Oui. Donc je vous propose qu'on c'est un problème en fait qui un problème assez particulier. Je vais faire la liaison avec ce que je vous disais avant. J'ai depuis quelque temps connu une femme qui me redonne un espoir extraordinaire. Si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, mais je resterai très discret. Un grand espoir d'amitié, d'amour, même d'amour très platonique, avec une femme qui est algérienne, voilà, avec qui je discute beaucoup, on a beaucoup d'échanges, beaucoup d'amour à se donner, d'amitié. Cela dit, je sens qu'il y a une réticence quant à sa culture, ses origines,
ce qu'on lui dit à côté d'elle, que ce soit sa famille par exemple, ses amis, et je me demande en fait sur quel chemin je vais. Voilà. Donc je voulais vous demander un petit peu votre avis. Je suis quelqu'un de très entier, j'essaie de ne pas la brusquer, j'essaie d'être, comment dirais-je, paisible, mais bon, elle sent de son côté que bon, finalement je suis quelqu'un d'un petit peu pressé, et j'ai peur, en fait, j'ai déjà la chance en fait de connaître cette relation, de la connaître elle, parce qu'elle est absolument adorable. Pour le moment, donc, vous êtes dans le cadre d'une amitié. C'est une amitié, oui, c'est une amitié. D'accord. C'est une amitié. Vous lui avez fait part de vos sentiments ? Pardon ? Vous lui avez fait part de vos sentiments ? Je lui ai dit à mots cachés, et elle a très bien compris. Pourquoi pas directement pourquoi pas plus directement ? Parce que j'ai peur, si vous voulez, Caroline, comme je vous le disais, Mais qu'est-ce qui vous fait penser, justement ? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi pensez-vous qu'en raison de sa culture, elle vous rejetterait ? Je ne pense pas qu'elle me rejetterait, mais mais enfin, elle ne vous accepterait pas, en tout cas. Elle m'a dit plusieurs fois, parce oui. qu'elle est très intelligente et très fine d'esprit, elle m'a dit, voilà, je suis avant tout algérienne. Oui. Voilà, et donc j'ai bien compris que... Ça veut dire quoi ? Oui, voilà. Vous lui avez demandé ce que ça voulait dire ? Non, parce que honnêtement, ça peut s'interpréter de plusieurs façons. C'est-à-dire, dans quel contexte elle vous disait ça ? Elle me disait ça dans la mesure où je pense qu'elle a... comment dirais-je, qu'elle a, enfin deviné, elle a non pas deviné, mais compris un amour très fort que j'avais pour elle. Oui. Et donc j'ai l'impression qu'elle s'est sentie un petit peu brusquée, et elle m'a dit, voilà, je suis déjà algérienne avant tout, oui. Donc je resterai algérienne. Elle m'a bien fait comprendre que ses racines, bien qu'elle vive en France, que ses racines étaient là-bas et qu'il ne fallait pas trop... Oui, mais c'est là où je suis bon. Permettez-moi, je comprends pas. C'est-à-dire que c'est donc elle vit en France. Elle est. Vous sous-entendez que elle ne pourrait pas être avec un homme qui n'est pas de la même culture qu'elle. C'est ce qu'elle vous laisse entendre. Elle ne m'a pas répondu à ce niveau-là. Oui, mais vous restez dans le flou et dans le non-dit. Oui, je sais. Bah oui, mais c'est pour ça qu'à un moment, vous voyez, je pense qu'il vaut mieux que les choses... ça va mieux en le disant. Parce que vous dites les choses à mots couverts. Elle... on peut l'interpréter de plein de façons, parce que quand elle vous dit « je suis avant tout algérienne », c'est peut-être le moment de dire bon, elle vous tend une perche, et peut-être que là vous pouvez y aller, lui dire qu'est-ce que tu entends par là ? Est-ce que pour toi être avec un homme qui n'est pas de ta culture, ce n'est pas envisageable ? C'est une façon de sans y aller. Vous avez peur, oui, vous avez peur d'être rejeté, mais vous n'êtes pas obligé de vous dévoiler non plus. Vous voyez, à ce moment-là, ça peut donner lieu à une discussion. Quand elle vous a dit ça, par exemple, vous auriez pu lui dire, lui demander qu'est-ce que ça supposait pour elle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ou est-ce que c'est par rapport, vous voyez, parce qu'on peut dire, je vis en France, mais je me sens avant tout algérienne. Ça peut supposer plein de choses. Vous l'entendez sur le plan amoureux, comme elle ne pourrait pas être avec un homme qui ne soit pas comme elle, algérien, mais on peut l'interpréter de plein de façons. Donc c'est pour ça que souvent les choses ça va mieux en le disant. Plutôt que de rester dans un flou artistique comme vous le faites, qui finalement, croyez-vous, vous préserve, vous protège, préserve votre relation, mais qui finalement, je trouve, au contraire, crée un voile opaque dessus. Oui, tout à fait. Et fait que les choses sont pas dites et crée un certain malaise.
c'est vrai ce que vous dites. Je le comprends tout à fait. Maintenant, j'ai tellement eu d'attentes en fait pour retrouver quelqu'un avec qui j'ai une relation même très très platonique, on dira ça comme ça, que si j'ai un refus à ce niveau-là, j'ai déjà peur de perdre le peu de bonheur que j'ai actuellement. Voilà. Donc c'est toujours une hésitation à dire les choses effectivement telles qu'elles sont, et avoir peur en fait d'un refus, mais D'accord, alors ça c'est autre chose, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si pour le moment cette relation qui, comme vous le dites, est platonique, mais vous apporte beaucoup, c'est-à-dire que la compagnie de cette femme, vous dites le peu de bonheur vous apporte en fait du bonheur, bah c'est beaucoup, ça compte beaucoup pour vous, et que vous ne vous sentez pas prêt finalement à aller plus loin, à vous risquer, à essuyer un refus de sa part. Peut-être que vous avez, à ce moment-là, vous avez raison de rester sur un peu comme ça, à ne pas vous dévoiler trop, oui, hein, oui. puisque ça, après tout, on ne sait jamais quand on se dévoile trop, ça peut avoir des conséquences. Oui. Et l'autre peut prendre de la distance. C'est vrai, c'est pas impossible ça. Hein, elle pourrait dire bon, ça ne change rien à votre relation, mais elle pourrait aussi dire, se rendant clairement compte que vous avez des sentiments amoureux pour elle, vouloir prendre de la distance si ces sentiments n'étaient pas partagés. Oui. Donc bon. Alors, si vous ne vous sentez pas prêt pour le moment à essuyer ce refus-là parce que vous vous sentez un peu fragile et que ces moments de bonheur passés en sa compagnie vous font du bien, vous pouvez pour le moment rester dans cette ambiguïté. Oui. Hein, ça c'est... Oui. Oui. Bon, je vais y réfléchir. Et puis vous verrez bien, c'est-à-dire qu'à un moment, comment la relation évolue. Et puis je vous dis, il y a aussi... une façon, c'est après vous entre-temps aussi cette relation vous fait du bien, donc vous allez aussi ces moments de bonheur que vous passez avec elle, ça va vous consolider, vous renforcer, faire que vous pourrez peut-être à un moment appréhender les choses autrement et vous sentir plus fort pour lui parler, ou peut-être qu'à un moment il y a quelque chose qui va se décanter dans la relation. Je l'espère, je l'espère de tout cœur. En tout cas, ça c'est clair. C'est vrai qu'après quelques années de solitude, de tourments, etc. Bon, je m'accroche tellement. Oui, vous avez envie un peu de calme et d'apaisement. Là, vous avez trouvé, voilà. Vous avez trouvé cela auprès de cette femme. Voilà, bon, écoutez, voilà, vous pouvez aussi profiter de sa présence, goûter à sa présence. Hein. Oui, absolument. Absolument. Oui. Ok, Caroline. Écoutez, je vous remercie. De rien, c'est moi qui vous remercie. Oui, merci encore pour et puis embrasser Christelle alors pour moi. Hein, oui, mais je pense, je vais la voir demain. Elle est assez pudique, elle a jamais osé appeler elle en direct. Oui, non, mais je comprends. Oui, je comprends, mais dites-lui que je pense bien fort à elle et que je suis vraiment heureuse qu'elle se rétablisse bien. Et je l'embrasse. Hein. Et puis, au revoir, un François. dernier mot, Caroline, je vous dis, j'aime beaucoup votre émission, ne changez jamais, vraiment. Hein. Et puis un petit mot également, parce qu'on les oublie toujours, pour vos collaboratrices. Oh non, on pense à eux. Du Standard, ils sont super sympa et c'est que du bonheur de merci beaucoup pour Julie et Asiba. C'est vrai, je confirme. D'accord, ça marche. Au revoir François. Revoir, merci. Bonsoir Adeline. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un souci dans mon couple avec mon ami. Je connais quelqu'un depuis 1 an et demi, depuis septembre 2010 exactement, donc depuis plus d'1 an on va dire. Oui.
Et donc, cette relation, depuis 2-3 mois, si vous voulez, dans ma tête, je me pose la question, je me demande si ça vaut la peine de la continuer, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de disputes. Oui. On a de forts caractères tous les deux. Et donc, aujourd'hui, si je vous appelle, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose qui, pour moi, est grave. C'est-à-dire que mon ami m'a frappé. Ah bon? Il m'a frappé, donc on sortait d'un déjeuner de chez des copains. Il m'a frappé dans la rue, dans la voiture. Et donc, ça s'est passé dans les coups de 16h, 16h30. Jusqu'au moment où je vous appelle, il n'a pas songé me rappeler après m'avoir accompagné chez moi. Voilà. Donc, je sais vraiment pas, parce que je pense que quand on commence, j'ai l'impression que je suis plus épanouie dans cette relation-là. Malheureusement, j'ai l'impression que ça va déjà, vous vous disputiez beaucoup et qu'aujourd'hui il y a eu un problème, le paroxysme là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que il en arrive comme ça à vous frapper? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas contredit. C'est quelque chose un sujet qui me concerne avec mon ex-mari. J'ai divorcé là au mois de septembre. Oui. Là, il y a quelques mois. Donc, je suis partie, j'ai quitté mon mari pour lui. Quand je dis pour lui, je suis pas partie bêtement. Pendant 2 ans, mon couple battait de l'aile déjà. Je pensais à quitter mon mari, j'avais pas de force. Et puis, en septembre 2010, j'ai rencontré cette personne qui a apporté évidemment un nouveau souffle, quoi. Voilà, et donc, au mois de mai, j'ai décidé de partir. Mon mari savait évidemment que cette relation avait été là, je lui en avais parlé. Toutes les choses ont été un peu plus claires, on va dire, même si c'était pas supportable pour lui. Donc, j'ai divorcé au mois de septembre. Et aujourd'hui, ça concernait justement la pension alimentaire que mon mari me verse pour mes gamins. Je préfère vraiment vous passer les détails. Ça concerne un sujet sur mon mari et mes enfants. Oui. Il me donnait des conseils, bien évidemment, mais ces conseils, si vous voulez, moi, je n'étais pas d'accord parce que juridiquement, ça ne devrait pas tenir. Et j'ai voulu lui en parler. Je suis juriste de formation et je lui ai dit que ça ne pouvait pas tenir pour telle ou telle raison. Et à partir de là, les injures ont commencé tout simplement. Écoute, tu sais tout, t'as qu'à rester donc dans cette situation, t'es une merde. Et donc, c'est un mot qui m'a pas du tout plu. Je dis, mais tu peux pas me parler comme ça. Ça se comprend, oui. Voilà. Et donc, ça allait très vite. Une gifle, une deuxième. Et là, on se pose des questions. On est encore en train de rouler. Il est en train de rouler quand ça s'est passé. Oui, c'est dangereux en plus, oui. Voilà, c'est dangereux. Oui. Et donc, je lui ai prié de me faire descendre. Évidemment qu'il n'a pas accepté parce qu'on était dans une route de campagne. Oui. J'ai quitté la région parisienne pour vivre en Normandie depuis l'été dernier, pour me rapprocher de lui. Il a dit qu'il le mettre chez moi. Il avait même voulu qu'on se mette ensemble directement, mais j'avais pas du tout aimé parce que je trouvais que c'était mieux d'asseoir un peu la relation, surtout pour mes enfants. J'ai 2 enfants de mon précédent mariage, donc il fallait vraiment pour moi asseoir la relation et puis approfondir ces projets-là et voir la faisabilité, même si je sais que il était sérieux dans tout ce qu'il disait. Voilà. Donc j'ai demandé à ce qu'il me fasse descendre. Il pouvait pas pour les raisons que je vais vous donner, à savoir que c'était une route de campagne, c'était pas possible. Et donc ça continuait verbalement. Franchement, j'ai pas du tout apprécié. Et je vous avouerai que j'ai touché le volant. Je savais ce que je faisais. Évidemment, on ne joue pas avec la voiture, mais j'ai bougé le volant en me faisant peur. Je dis voilà, tu t'arrêtes et tu me sors de la voiture. Je descends de la voiture. Et là, il a pris un petit chemin, et là, il a garé sa voiture. Et il s'est vraiment lâché. Là, il m'a frappé comme il voulait. Et au niveau au niveau de la tête. Ah, en plus. Voilà, en plus. Donc, oui, vous tapez sur la tête. Tout à fait. Donc, je me couvre le visage pour ne pas rester sur mon visage. Et à un moment donné, j'ai décidé de descendre de la voiture. Ouais. Voilà, je suis descendue de la voiture en pleurant. Je pleurais énormément. J'ai 42 ans et c'est bête parce que j'ai commencé à pleurer en disant maman, maman, maman. Bah, je comprends, vous avez eu peur. Maman, qu'est-ce que tu dis? T'appelles maman, t'as quel âge? Je te rends pas compte. Voilà, et puis je disais aussi au secours, sachant que personne n'avait passé par là. Oui. Et il y a donc un véhicule qui passait par là, qui a ralenti, mais finalement il est venu vers moi en me calmant. Donc le monsieur a dû se dire, bon voilà, c'est un problème de couple, je n'ai pas besoin d'être là.
Donc je suis rentrée dans la voiture et j'ai été contrainte de partir. Ah, vous n'êtes pas partie avec le monsieur qui s'était arrêté ? Non, le monsieur est reparti. Enfin bon, vous êtes là ce soir, donc vous nous parlez, ça s'est bien terminé, mais... Voilà, et il a ralenti. Ouais. Quand il a vu que mon ami était venu me prendre la main, vous voyez comment ça se passe. Ah, il est reparti. Il est reparti. Ah oui, il a dû dire, oui, c'est un couple qui se dispute. Voilà. D'accord, voilà. ouais. Donc, il fallait, moi, que je rentre dans la voiture et que je rentre, en fait. Je pense que c'était plus ouais. Et là, il s'est calmé ? Ben, il s'est calmé, puisqu'à partir du moment où moi je dis plus rien, il s'est calmé et moi tout. Oui, enfin, il a eu quand même un accès de violence là. Voilà. C'est-à-dire que lui a eu, c'est impardonnable, mais il a eu, quand vous avez donné un coup de volant, ça a créé un zigzag. Il a dû avoir très peur aussi. Il a eu peur. Il a eu peur et la peur, il y a eu un excès de violence. Mais enfin, bon, il a quand même pris le temps de se garer sur le chemin et là, ça, c'était de la violence. Bon, il vous donnait des coups sur la tête. Voilà. Oui, non, là, et là, il vous a pas rappelé depuis. Voilà, il a pas rappelé et c'est surtout pour ça parce que. Bon, il doit pas, cela dit, il doit pas être très fier de lui. Hein, on peut penser. Voilà. Et il y a de quoi, mais enfin, on prend quand même, on prend des nouvelles, oui, et j'espère qu'il le fera au moins demain. Mais enfin, on prend la peine d'appeler. Vous avez des traces là sur le visage ? Non, heureusement, parce que. Vous n'avez pas de traces sur vous ? Non, j'ai une douleur au niveau de la mâchoire. Bah, vous devriez vous faire examiner par un médecin. Hein. Oui, j'ai voulu. Parce que vous avez peut-être quelque chose de fracturé. Si c'était fracturé, non, parce que là, vous auriez plus que des douleurs, ça vous ferait vraiment très mal. Mais quand même, vous faire examiner, aller et faire un certificat. Alors, donc, il m'a raccompagné chez moi et il est allé chercher ma fille parce que je suis arrivée juste au moment où, à l'heure de sortie de l'école, ma petite fille. Donc, il m'a raccompagné chez moi en disant qu'il allait chercher ma fille. Évidemment, il y a le droit, il est inscrit sur la liste. Donc, il allait chercher ma fille et je ne voulais pas que ma fille me voie comme ça. Je suis allée à la CAF, je suis descendue à la CAF. Je suis repartie là-bas, j'ai pas arrêté de pleurer. Donc, il est revenu avec ma fille, enfin, je suppose. Il est venu, il a trouvé mon fils. J'ai un fils de 14 ans. Et elle a quel âge, votre fille ? Ma fille, elle a 4 ans et demi. Et il a cherché la maternelle et il me l'a ramené. Il a laissé à la maison avec mon fils de 14 ans. Et quand je suis remontée 1 heure après, mon fils m'a dit qu'il est passé. Il a laissé la petite. Il a demandé où j'étais et lui a dit « Maman n'est pas là ». Donc, il est retourné à la maison. Et il m'a pas rappelé. Moi, je l'ai rappelé vers 19h30, en fait, parce que comme... Pourquoi ? Ah oui, bêtement, je l'ai rappelé. Non, mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous aviez... Pourquoi ? Voilà, je voulais le remercier d'avoir récupéré ma fille. Et je dis, le fait qu'il n'ait pas décroché, je dis finalement, c'est bien, parce que je trouve que je n'avais même pas besoin de le faire. Mais vous n'avez pas à le remercier, hein. Voilà. C'est quand même le monde à l'envers, là. Hein. Minimum, quoi. Pourquoi je dois le remercier Non, vous n'avez pas à le remercier. Attendez, je suis désolée. Il sait très bien aussi ce qu'il a fait. C'était la moindre des choses. Dans l'état où vous étiez, il fallait bien que quelqu'un aille récupérer la petite. Hein. Voilà. Et effectivement, vu l'état dans lequel vous vous trouviez, il n'y a peut-être pas trop intérêt non plus à ce qu'on vous voit. Enfin bon, non, il y a pas. Vous n'allez pas en plus le remercier. Donc c'est bien qu'il n'ait pas décroché et si après que j'ai réfléchi, je dis c'est pas mal. Non, oui, c'est bien qu'il n'ait pas décroché. Non, à mon avis, il doit quand même, je pense être rempli de culpabilité par rapport à ce qu'il a fait. Hein. Mais bon, vous me disiez que de toute façon votre relation n'allait plus, enfin ça n'allait pas. Déjà, vous n'arrêtiez pas de vous disputer. Oui, on n'arrête pas de se disputer. Et là, au mois de décembre, là, pendant les fêtes de Noël, je lui en ai parlé et lui, il était très surpris. Enfin, pour lui, c'est des disputes, oui, mais rien de grave. Le problème, c'est que moi, j'ai pas pris l'habitude. C'est peut-être pour lui, c'est anodin en fait, mais moi, j'aime pas les disputes. Mais vous n'avez pas quitté votre mari pour vous mettre avec un homme avec qui vous vous disputez, semble-t-il, assez fréquemment, et puis pour en arriver aujourd'hui à ce point-là de violence. C'est pas anodin. N'importe qui n'arrive pas à sous le coup de la peur,
Parce que bien sûr qu'il a eu peur, on peut comprendre le coup de volant, le fait qu'il ait eu peur. Bon, il y en a qui vous auraient crié après, qui vous auraient peut-être dit un peu tous les noms d'oiseaux, sous l'effet de la peur, parce que sous l'effet de la peur, on peut faire des choses que l'on regrette après. Mais enfin, il prend quand même la peine de se garer dans un petit chemin de terre, il arrête sa voiture, et puis là, voilà, hein, ça tombe, quoi, les coups. Hein, et sur le visage et autres. Donc, c'est pas tout le monde qui fait ça. Ça témoigne quand même d'une certaine personnalité. Tout à fait. Et il disait, voilà, c'est la première fois que je porte main sur une femme, tu te rends compte. Mais oui, mais il y a une première fois. T'as voulu nous tuer, tu te rends pas compte ce que tu as fait. Non, je vais pas le tuer. Oui, alors ça, c'est aussi un peu caractéristique. C'est-à-dire, bon, qu'il ait eu peur, c'est une chose. On peut comprendre. Mais c'est pas après à justifier ça. Voilà, je te tape dessus parce que t'as voulu nous tuer. De toute façon, il y a quelque chose qui dans votre relation est problématique. Vous voyez jusqu'où ça mène ? Oui. Une dispute. Voilà. Où vous commencez à vous disputer. C'est ce que dit Brigitte. Comment expliquez-vous une telle violence et qu'une telle violence ait fait suite à une dispute aussi anodine ? Pas tant anodine que ça, parce que vous parliez finalement de la relation avec votre ex-mari, la pension alimentaire et autres. Finalement, en quoi lui se sent-il aussi impliqué et il veut vous donner des conseils, vous les suivez pas et finalement. Là où je rejoins Brigitte, c'est vrai. Pourquoi veut-il régenter votre vie comme ça ? Et chaque fois, en fait, quand on a des disputes... Oui, mais ça, c'est un peu révélateur d'une personnalité. Voilà, c'est toujours par rapport à mon ex-mari. Pourquoi ce besoin de contrôler comme ça votre vie ? Voilà. Donc, il y a Après tout, ça ne le concerne pas. C'est votre histoire avec votre ex-mari. Voilà, c'est toi qui as des enfants. Donc il est là depuis que quelques mois. Voilà. Qui se consacre à votre relation, mais qui vous laisse régler les problèmes concernant la relation avec votre ex-mari. Il ne supporte pas que... Mais il est jaloux ou quoi ? Oui, il ne supportait pas jusqu'à quelques jours là, où il m'a dit, voilà, j'ai compris, j'ai réfléchi, je veux plus je m'en occupe plus, tu parles avec lui, je comprends, vous avez des enfants, je lui disais, mais attends, j'ai le droit, on est séparés, mais ça reste pas de mes enfants, quand on doit discuter, on est deux adultes, on discute, tu n'as pas à me donner des conseils, tu n'as pas à me dire ce qu'il faut faire, et donc, malgré notre séparation, mon mari et moi, on a essayé quand même d'avoir une relation assez cordiale par rapport à nos enfants. Et il y a eu un moment où ça s'est dégradé parce qu'il intervenait à chaque fois, en fait. Il intervenait, il parlait à côté de moi. Quand j'étais au téléphone avec lui, il sifflotait. Et donc, ça mettait vraiment mal à l'aise. Ça énervait mon ex-mari. Et donc, à un moment donné, il fallait couper carrément toute conversation téléphonique. Il fallait juste concentrer. Oui, mais il y a un problème de jalousie, là, pathologique. Je suis désolée. Donc, au mois de décembre, j'ai mis le haut là. J'ai dit, ça peut pas continuer comme ça. Non, vous avez raison. Voilà, à partir du moment où j'ai divorcé, je pense que c'est une preuve indéniable que c'est le père de mes enfants. Tu ne seras jamais le père de mes enfants. J'ai une gamine de 4 ans et demi qui n'a rien demandé. Donc, il faut que ça s'arrête. Et c'est depuis ce moment, depuis quelques semaines, que je rediscute calmement. Oui, mais on sent, On se revoit, on parle que de nos enfants. On peut même se téléphoner 1 ou 2 fois dans la journée. Ça concerne toujours nos enfants. Donc, il a dit, voilà, j'ai compris, je m'en occupe plus. C'est important que vous parliez tous les deux. Voilà, donc... Oui, mais on voit bien, il est incapable de le faire. Voilà. Il vous dit ça, il essaye de vous dire d'accord, il vous fait des promesses, mais qu'il est incapable de tenir. On l'a vu encore aujourd'hui. On le contredise. On était chez un couple ami, c'est pareil. Il n'aime pas que vous lui disiez, voilà, ce que tu donnes comme idée n'est pas bonne, tout simplement parce que juridiquement, ça ne peut pas marcher. C'est quelqu'un, il n'aime pas qu'on Non, mais il y a quelque chose qui, dans sa personnalité, je trouve est problématique. Je reçois là un message au 739-21 qui dit au-delà de la violence, peut-être passagère, peut-être faut-il le croire quand il dit que c'est la première fois, après tout. Mais
cette personne me dit c'est une lutte de pouvoir. Il y a quelque chose, pourquoi cette emprise, pourquoi ce besoin d'emprise, ce besoin de contrôle. Il y a Olivier le patrouilleur qui dit je crois que vous n'avez rien à gagner dans cette relation, comme dirait Prune. Alors je ne sais pas ce que dirait Prune, mais Prune dit souvent fuyez. Il y a Angie qui dit et la gifle avant le coup de volant. Elle a raison, Angie, elle a bien écouté. C'est-à-dire qu'avant le coup de volant, il y avait quand même la gifle qui avait commencé. C'est-à-dire que c'est le premier qui a commencé, c'est quand même lui. Et puis il y a Sergio qui dit c'est insupportable d'entendre ça, larguez-le d'urgence. En tout cas, au-delà de, je dirais que ça a été crescendo. Et moi, ce qui me paraît très problématique, c'est ce que je vous dis, je vous le répète, c'est cette intrusion dans votre vie. Et c'est qu'il y a quand même une personnalité de jaloux qui veut contrôler, effectivement une lutte pour le pouvoir. Et vous sortez quand même d'une relation avec votre mari, vous avez voulu mettre fin à quelque chose pour vous engager dans une autre relation qui est vraiment source de problèmes. Donc, écoutez, je pense que il vaut mieux prendre de la distance. Enfin, moi, c'est le conseil que je vous donnerais. Oui. Vraiment. C'est pour ça que j'appelle, parce que j'ai failli prendre la distance là au mois de décembre. On devait recevoir des amis communs ensemble avec sa sœur, et j'ai voulu vraiment le larguer ce jour-là, quoi. J'ai vraiment voulu que ça s'arrête ce jour-là et que je ne puisse pas être là. Bon, par respect pour ceux qui devaient arriver, je me suis dit bon, on va y aller. Et puis c'est à la suite de cela qu'il a dit qu'il avait compris et qu'il va me laisser vivre ma vie avec le père de mes enfants. Mais il a du mal, il n'arrive pas. Il y a Eda qui envoie un petit message en disant soyez prudente, ça pourrait empirer. Et quelqu'un qui dit première gifle, premier pas vers la porte pour partir et mettre un terme à tout ça. Et on accueille Stéphane qui est avec nous au 3921 et que je remercie d'être là. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Caroline. Bonsoir. C'est le monsieur aux horloges, vous vous rappelez? Ah ben comment? Oui. Vous allez nous faire les coups de minuit alors là. Ah ben ça va pas tarder. Voilà. Alors plus sérieusement, vous voulez... Plus sérieusement, bien sûr. Donc, moi, ah bah ça y est, ça commence d'ailleurs. Ça va être dur parce que vous êtes, elles sont... Elles sont un peu en avance. Oui, elles sont en avance vos horloges, mais vous en avez tellement que je comprends. Mais ça c'est la mécanique, ça c'est... Voilà, donc moi j'aimerais dire à Adéline qu'elle se méfie parce que moi j'aimerais lui raconter, moi je suis issu d'une famille où ma mère était battue. Et en fait, elle était battue bien avant d'être mariée, elle s'est mariée. Et la première fois qu'elle a été battue, elle m'a raconté, c'était parce que elle avait soi-disant regardé un garçon dans un bal. Et à la sortie du bal, ça a été une raclée. Et ensuite, ça a été une autre raclée. Ensuite, ça a été une autre raclée pour 3 fois rien. Je sais qu'à une époque, il suffisait qu'un plat soit pas assez salé ou un truc comme ça. C'était une raclée. En plus, j'avais un père qui était forcé sur la boisson. Donc, c'était tout le temps comme ça. En plus, ma mère ne travaillait pas. Donc, elle n'avait pas possibilité de pouvoir, comme maintenant, il y a des foyers pour femmes battues, etc. C'est très bien, d'ailleurs. Et donc, moi, je dis à Adéline, rien que pour le bien-être de ses enfants, il faut qu'elle fasse très attention à ne pas prendre d'autres gifles, d'autres torgnoles. Moi, je vous dis, faites attention. Moi, je l'ai vécu. Et moi, je l'ai vécu alors que mes parents étaient mariés depuis un certain temps. Mais ça a commencé très tôt. Mes parents se sont mariés en 60, se sont séparés en 90. Et ça a commencé en 59. Et donc, oui, et puis sur des choses aussi futiles que ça, quoi. Un truc qui est pas assez salé, c'est ça, tout est bon pour... Moi, je sais qu'un jour, j'étais gamin, ma mère a été rechercher mon père qui était au café parce qu'il y avait un problème de fourneau qui s'était emballé. Et le fait qu'elle ait été le rechercher au café, ça a sûrement... ça a sûrement blessé sa fierté ou je ne sais pas. Oui. À la maison, ça s'est fini en torgnole. Alors, surtout, Adéline, faites attention. Surtout pour vos enfants. Si jamais il vit avec vous ou quoi que ce soit, mais même pour vous d'ailleurs, même pour vous. Parce qu'une fois, c'est une fois de trop.
C'est évident, c'est pour ça que je pose la question, parce que moi, chaque fois, j'ai entendu des histoires de bastonnade, que ce soit à la télé, à la radio ou dans mon entourage. Je parle comme vous, je dis toujours, la première fois, c'est jamais la dernière, quoi. Voilà, non, mais parce que, bon, que ça pète dans un couple, quand même, que ça pète dans un couple, c'est normal qu'il y ait des échanges verbaux, il y a des engueulades, heureusement d'ailleurs. Mais quand il y a des coups, et en plus, s'il y a des coups, c'est que le caractère s'y fait. Hein. Un homme ne tape pas une fois. Et il y a quelqu'un d'ailleurs, c'est Hugo qui dit même la première fois, c'est toujours une fois de trop. C'est Pam qui dit méfiance, tous les 2 jours et demi en France, une femme meurt sous les coups d'un homme, mari ou compagnon. Ah bien sûr. Il est minuit, je crois, les amis. Le sujet est grave, mais c'est vrai que par moments, on avait du mal à se concentrer parce qu'avec toutes vos horloges, je sais pas comment vous faites. Vous savez avoir la tête, mais franchement, mais c'est incroyable. Bon, là, il faut vraiment que je rende l'antenne parce que Jean-Michel, attendez, on va lancer le carillon d'Europe 1. Merci, prenez soin de vous, Adeline, vraiment. Merci beaucoup, Stéphane. Là, on va lancer le carillon d'Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous, de votre vie en toute liberté, en toute sincérité, en appelant le 39 21. Vous pouvez également réagir aux propos tenus à l'antenne par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors justement, beaucoup de messages qui arrivent suite au témoignage d'Adeline qui était avec un homme avec qui la relation, il y avait beaucoup de disputes dans son couple, et aujourd'hui cet homme l'a frappé. Donc Fred dit dans une histoire, tous les coups ne sont pas permis, à la première gifle, partir pour couper court à l'escalade inexorable. Mamoun dit attention à ne pas lui laisser l'autorisation de prendre votre fille à l'école, ça pourrait être un objet de chantage. C'est ce que dit aussi NJ qui dit justement, si vous prenez la décision de rompre, retirez-lui avant l'autorisation d'aller chercher votre fille à l'école. Et puis il y a alors l'histoire des coucou. Il y a Nadia qui dit quand un homme tape une fois, il recommencera. Et puis, vous avez été heureux d'entendre les carillons de Stéphane, qui a beaucoup d'horloges chez lui. Donc, c'est ce que dit Olivier, le patrouilleur, qui dit c'est un bonheur d'entendre tous les coucous et le carillon Westminster de Stéphane. C'est également Brigitte qui dit c'était très poétique tous ces sons de carillon, même si le sujet était vraiment grave. Allez, on va écouter un peu de musique, la grande Sophie, et après nous accueillerons Denise. C'est l'occasion pour Sergio de dire tiens, la grande Sophie. Eh bien, Sergio qui a une pensée pour Sophie Peters, bien sûr, qu'on embrasse très affectueusement. Des messages encore Pam de Pau qui disait il faut savoir rompre quand tombent les premiers coups, car en plus vous avez 2 enfants qui peuvent être potentiellement en danger. Les violences subies sont assez récentes. Vous pouvez faire le certificat médical, voire déposer une plainte et pas une main courante auprès du procureur de la République. Mais si vous le faites, ne la retirez pas ensuite. Oui, on sait que souvent dans ces cas de violence conjugale, les femmes déposent plainte et retirent leur plainte après. Et puis Hugo dit surtout ne regrettez pas que votre ami, entre guillemets, ne vous rappelle pas, et surtout coupez tout contact. Et puis où on découvre que Georges, notre bon roi, lui, il avait amené sa petite chienne dans son carrosse, et puis la petite chienne qui était sur le siège arrière, et puis voilà, comme ça arrive, parfois avec un animal, elle a mis ses 2 pattes comme ça sur la tête de Georges, et ça lui a fait une belle frayeur. Il aurait pu avoir un accident, ça arrive parfois avec les animaux quand on les promène, chat, chien, mais il dit voilà, je l'ai pas frappé moi. Vous êtes un bon roi, on le sait, on
le savez, et un bon maître également. Allez, on va accueillir maintenant Denise. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Denise. Je suis un peu émue, mais bon, je suis très contente de vous entendre. Mais moi aussi. Alors, je voudrais parler de l'appel que vous avez eu là avant de m'appeler, parce que je me suis reconnue à quelque part dans la personne. J'avais divorcé il y a 10 ans et le mari la personne avec qui j'étais mariée, eh bien, se comportait comme ce monsieur. Et j'en ai déduit que c'était une personne qui avait connu la violence enfant, parce que j'ai fait une analyse du couple. Et la conseillère conjugale, donc, qui a fait l'analyse, m'a bien éclairée sur ce comportement, et j'ai bien compris que c'était un homme qui avait vécu la violence enfant. Donc, il transférait cette colère sur moi dès que nous n'étions pas d'accord. Alors, je conseille vivement à cette personne de s'éloigner de ce monsieur, parce que il est construit avec la violence. C'est ce que j'ai connu, et moi, ça m'a vraiment amené également à un divorce. Il y a 10 ans de ça. Mais alors, le fait d'avoir entendu cette dame, ça m'a vraiment retourné. Je suis retournée dans le passé. J'ai revécu ce que j'avais vécu. Et qu'est-ce qui vous a permis à un moment de sortir de cette relation? Parce que c'est compliqué que c'est l'adolescence de ma fille. Parce que ces personnes, elles ont une faiblesse à quelque part. Donc, moi, il y avait quand même eu des petits problèmes avant, mais comme je suis quelqu'un de très gentil, une dame très gentille, à l'écoute, je prenais presque pitié de la personne. Et donc, je supportais jusqu'au jour que j'ai découvert qu'il était incapable d'encadrer ma fille à l'adolescence. Donc là, vraiment, il me mettait responsable de mon comportement. J'ai dit non, ça va plus, je vais aller consulter, comme ça je saurai où j'en suis. Oui. Et la conseillère conjugale m'a vraiment éclairée. Elle m'a dit, votre mari a perdu sa maman il y a quelque temps. Il avait déjà perdu son père, mais elle m'a expliqué que le fait d'avoir perdu sa maman en second, il s'était frité. Et ma fille adolescente, là au milieu, vraiment, il était incapable d'assumer ses responsabilités. Donc, ces hommes sont fragiles. Quelque part, ils ont une fragilité. Et pour se montrer fort, eh ben, Ah, mais il y a forcément de toute façon, quand on en arrive à un passage à l'acte violent, c'est toujours l'expression d'une fragilité. Alors, on peut avoir en nous, on a tous en nous un potentiel d'agressivité, voire de violence. Oui, simplement, on ne l'exprime pas aussi fortement. Non. Voilà. Là, alors après, c'est vrai que la violence, elle tombe jamais du ciel. Vous avez raison. C'est toujours, c'est souvent le fruit. Oui, mais c'est le fruit d'une histoire. Ah, tout à fait. Et il peut y avoir évidemment un scénario de répétition, ce qui ne veut pas dire, parce qu'on a été confronté à de la violence, qu'on va la répéter inexorablement. Il n'y a pas forcément de fatalité, mais on constate, là je vous rejoins, que les hommes qui sont violents ont un passé souvent où on va trouver dans leur histoire personnelle d'enfants de la violence. Ah oui. Moi, ça c'est une constante en revanche. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui ont été confrontés à de la violence vont devenir eux-mêmes violents, pour autant. Mais ceux adultes qui sont violents ont eu dans leur enfance, ont été confrontés à de la violence. Violence au sein du couple parental, violence qui a été exercée sur eux et avoir été témoin de violence. Enfin, on retrouve quelque chose, un schéma de violence. Et ce qui est plus triste dans ces comportements, c'est que ces gens-là... Ils ont été victimes à un moment donné. Voilà, c'est ce qui est terrible. Et ils refusent complètement d'en prendre conscience. Ça, c'est-à-dire que, comme c'est souvent, terrible, quand on est dans un passage à l'acte, c'est-à-dire qu'on peut pas encore élaborer. Oui. C'est pas un refus, c'est plus une forme de déni, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est, voyez, tout ce qui est de l'ordre du passage à l'acte signifie qu'encore ça peut pas se mettre en mots, ça peut pas s'élaborer. Tout à fait. Et c'est là où, en revanche, ils peuvent tout à fait être accessibles à un travail thérapeutique. Je reçois là d'ailleurs un message qui dit Adeline pourrait peut-être proposer une thérapie de couple à son compagnon tout en restant à distance. Alors c'est pas possible, c'est-à-dire qu'on peut pas faire une thérapie de couple en restant à distance. C'est-à-dire que en revanche, c'est vrai que cet homme pourrait consulter, aller parler un peu de ce qui s'est passé, mais pas ensemble, Oui. Pas ensemble. En tout cas, moi, je n'ai rien pu faire.
n'ai rien pu faire. Il a comblé ça avec par de l'orgueil. Donc, moi, à côté, je n'étais rien du tout. Il me rejetait complètement. C'était lui qui avait raison. Alors, du coup, j'ai divorcé il y a 10 ans. Mais malheureusement, depuis, je suis seule. Seule. Bon, j'ai rencontré des messieurs qui se sont approchés de moi. Mais chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai 60 ans. Et donc, je suis quelqu'un, je me suis assez bien conservée, je suis très affectueuse, très ouverte. J'ai travaillé dans un magasin toute ma vie, donc j'ai contact avec les gens, je suis pas timide du tout. Mais les messieurs qui viennent vers moi, ils ont des inconvénients. Souvent, ils me disent « je suis libre ». Alors je leur dis, comme j'ai fait une analyse, je suis quand même quelqu'un d'assez comment faut vous dire, d'assez futé. Alors je leur dis libre, ça veut dire quoi? Je suis libre, je suis pas avec mon époux. J'ai dit oui, mais libre. Là, ponctuellement, ils sont libres. Alors, au moment où ils vous rencontrent, à l'instant T. Voilà. Alors je dis libre, c'est divorcer chez moi. Ah non, mais moi je suis libre, libre comme l'air. Voilà. Alors je dis non, je suis désolée, non, ça va pas. Alors ils se fâchent, ils sont pas contents. Je leur dis écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, prenez le dictionnaire, regardez la signification. Chez moi, libre, ça veut pas mais dire. La liberté, oui, c'est. Ah, mais ils sont malins quand même, quelque part. Donc ça marche pas. Bon. Et puis je tombe souvent sur des hommes qui sont, qui sont séparés. Mais pas divorcés. Ils ont fait la moitié de la démarche et souvent ils sont malades. Ils ont souffert en couple. C'est impensable. Ils ont souffert. Oui. Bon, physiquement ça se voit pas, mais je les laisse approcher, j'écoute tout ça et puis quand ils sentent que tout va pour le mieux, ils s'ouvrent et ils me racontent leurs problèmes de santé. Alors j'ai rencontré un monsieur qui vivait qu'avec un rein greffé parce que suite à une angine infectée, son épouse l'avait obligé d'aller travailler. Ça s'était compliqué, sa santé s'était dégradée. Puis d'autres cas comme ça. Alors je désespère complètement. Je me dis mais je vais où? Où sont les messieurs en bonne santé? Où sont les hommes? Chanter Patrick Juvet. En bonne santé, parce que moi, je suis... en bonne santé, vous êtes bien exigeante aussi, Denise. Libre et en bonne santé. Vous en demandez trop, peut-être? Non, mais en bonne santé, moi, je suis en bonne santé. Alors, écoutez, entre vous avez trop de avec critères. Un rein greffé et puis avoir du cholestérol... alors il faut prendre des hommes jeunes. Il faut prendre un jeune amant. Voilà. Non, c'est-à-dire quel âge, Caroline? Je sais pas, parce que vous me dites, je sais pas, des problèmes de cholestérol, ça commence à quel âge, ça? C'est pas ça qui est grave pour moi. C'est pas très grave, on peut tous en avoir un peu de cholestérol. Oui, mais ça, attendez. Un autre monsieur, il me le disait pas, mais quand il a vu que ça commençait à aller bien, il m'a annoncé qu'il fait de l'apnée. Je connaissais pas. Ah, mais l'apnée respiratoire. Oui, mais pourquoi ils vous racontent tous leurs mots, là, comme ça? Ils cherchent une infirmière ou quoi? Ils veulent se faire plaindre? Monsieur. C'est embêtant, l'apnée respiratoire, cela dit. Vous voyez, Caroline? Non, mais de là, attendez, c'est pas parce qu'il fait... C'est-à-dire qu'il récupère pas bien physiquement, ça fatigue beaucoup. Et oui, c'est... Oui, mais je suis sur... Écoutez, Caroline, c'est pas très sexy. C'est moi qui va dormir avec un appareil qui fait du bruit. Voilà ce qu'il m'a dit. C'est ce que j'allais dire. Écoutez, c'est pas très sexy. Un poulet rôti le dimanche pour le manger ensemble, je suis d'accord. Mais après, quand c'est une question de lit, avec l'appareil qui fait du bruit... Je vous fais rire, Caroline. Parce que j'imagine là. Je lance un message, Caroline. Je cherche un monsieur. Oui. Qui ne fait pas d'apnée respiratoire. Oui, qui n'est pas avec un rein greffé. Parce que quand même, si je l'aime bien, ça me ferait mal au cœur de le perdre quelque temps après. Voilà, il faut dire les choses comme ça. Voilà, là ça passe mieux dire parce que comme vous allez vous attacher à lui, vous n'avez pas envie de le perdre trop Voilà, vite. c'est ça le but, c'est ça. Moi je suis très très affectueuse comme personne, très douce. Voilà, vous vous attachez très rapidement. Non mais j'ai pas eu de chance avec mon premier mari. Non mais moi ce qui me sidère, c'est que je trouve déjà que dans une rencontre, je sais pas, vous les rencontrez, peu importe d'ailleurs comment vous les rencontrez, mais je trouve que dans les premiers temps, dans les échanges, quand on rencontre quelqu'un, c'était dans les premiers moments. Oui. C'est curieux de détailler tous ces mots là. Écoutez, Caroline, quelqu'un qui a été greffé. Il y
arrive un jour. Oui, non, mais attendez, en arriver au lit, c'est une chose, mais pourquoi ce monsieur, il vous dit, je fais de l'apnée respiratoire? Il faut qu'il apporte son appareil. Mais vous aviez déjà fait l'amour ensemble? Bah non, mais... Mais il prévoyait d'amener son appareil. Bah voilà, bah oui, c'est-à-dire qu'on s'entendait très bien. Alors, moi aussi... Oh, le pauvre, en même temps, il devait stresser, c'est terrible, parce qu'il pensait à l'après. Il y en a qui vous voyez, déjà, quel stress. Et n'empêche, on rit, mais ça devait être terrible, parce que on pouvait penser que il pouvait stresser la première fois, se dire, est-ce que ça va bien marcher? Peut-être que, je sais pas, être un peu impressionné. Non, lui, ce qui l'inquiétait, c'est est-ce qu'elle va accepter mon appareil? Oui, j'imagine quelqu'un qui se branche sur Europe 1. Comment? Je suis un peu handicapée. On parle bien de l'appareil, c'est l'appareil respiratoire. Oui, c'est voilà. Oui, voilà, Caroline. Alors je me dis, je désespère parce que ça vous fait rire, mais écoutez, c'est pas drôle. À ce moment-là, vous pouvez faire chambre à part. Après tout. Non, mais moi j'ai peur de le perdre. C'est surtout ça. Je me dis, je m'engage dans des situations trop compliquées. Ça n'existe pas les messieurs à 60 ans, les hommes à 60 ans qui sont en bonne santé. Mais bien sûr que si, bien sûr que si, heureusement. Ah, bah alors, il va me les envoyer, Caroline, parce que j'en ai marre d'être toute seule depuis 10 ans. J'ai mon ex-mari qui me fait payer ces problèmes, là, parce que bon... Oui, mais c'est ça, moi je pense que depuis 10 ans, c'est pas possible, vous rencontrez pas que des hommes qui ont des problèmes de santé. Mais si. Bah oui, mais... de santé, sinon, Caroline, je vous appellerai pas. Mais vous les rencontrez où? Vous les rencontrez à l'hôpital ou quoi? C'est pas possible. Mais non, mais j'ai cette malchance, je crois. Je crois que j'ai cette malchance. Non, mais c'est étonnant que vous avez une panoplie d'infirmières. Qu'est-ce qui se passe? Mais pas du tout. Mais j'ai cette malchance. Je crois qu'à quelque part j'ai cette malchance. Alors j'ai dit allez, cette fois je téléphone à Caroline, je vais lui demander pourquoi. Parce que dans mon analyse on m'a pas expliqué pourquoi. Et puis à l'époque je m'attendais pas à rencontrer des messieurs comme ça. Voilà. Alors écoutez, je vais me retrouver dans une maison dans un mois. Je me suis acheté une petite maison. Oui. Et voilà, je vais être la dame toute seule dans sa maison. Oh non, mais c'est triste la vie. Avec vous, non, j'ai pas l'impression qu'elle soit triste quand même. Vous avez beaucoup d'humour, donc on s'ennuie pas. Oui, écoutez, toute seule, si je m'ennuie. Par contre, si je peux amener de l'humour à un homme... Alors, il vaut peut-être mieux un homme, même s'il est muni de son appareil. Comment? Il vaut peut-être mieux un homme, même muni d'un appareil. Ah bon? Écoutez... Après tout, c'est pas... Oui, mais c'est dangereux. J'ai peur. Si il vous plaisait cet homme? Non, mais attendez, l'apnée respiratoire, on n'en meurt pas, hein? On n'en meurt pas. Il vous plaisait cet homme? Moyen. Ah Moyen, non, voilà. Je vais vous dire, moi, j'aimerais tellement avoir un homme responsable. Le premier ne l'était pas, j'ai compris. Cette fois, je mettrai dessus. Je veux plus des... Oui, mais moi, je crois que le problème, plus sérieusement, il vient de là. Ah. Oui. Parce que quand même, c'est pas anodin que vous soyez resté 10 ans seul. Depuis, vous avez peur, hein? Alors depuis, vous rencontrez que des hommes affaiblis, diminués, voilà. Comme par hasard. Comme par hasard. Ah bon? Oui, ils vous font pas trop peur. Enfin, si, ils vous font peur, vous avez peur de les perdre. Tiens. Oui, j'ai peur de les perdre. Mais en même temps, ils sont très diminués. Ils risquent pas de vous faire de mal, hein? Ah bon? Oui. Oui, mais alors... Et depuis 10 ans, votre vie de femme, vous faites une croix dessus. Voilà. Oui, mais parce que vous avez été confronté à de la violence. Et la violence, on n'en sort pas indemne. Ah. Donc je pense que les hommes aussi, malgré l'analyse et autres, il y a quand même quelque chose qui fait que vous les avez tenus à distance. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, c'est difficile de rectifier tout ça. Hein. Oui, bien sûr. Eh oui. 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 Mais pourtant, j'habite dans une belle région, là, pas loin du Beaujolais. Ah bon? Et oui, je suis à 30 km de Lyon, mais près de Villefranche-sur-Saône, là, c'est super beau, c'est magnifique. Et je vais m'installer dans ma petite maison dans un mois. Non, mais je pense que, justement, Denis, c'est pas du tout impossible. Mais c'est qu'il y a quelque chose à changer. Il y a une... Jusque-là, vous étiez fermé à la possibilité de rencontre. Aujourd'hui, à mon avis,
Aujourd'hui, il y a quelque chose à nouveau qui en vous est prêt à... qui a le désir en tout cas. Ah oui, Bon. le grand désir. Ah, Donc, oui, il y a un potentiel. oui. Maintenant, il n'y a pas que des hommes en mauvaise santé. Vous avez bien à cet âge-là, vous êtes en bonne santé. Donc, il y a... J'ai cette chance, oui. Oui, donc il y a aussi 75 ans, des oui. hommes qui sont en bonne santé. Oh, vous croyez que ça existe, Caroline? Mais non, mais enfin, vous Oui, vous rendez oui, bien oui, compte. je vous écoute, Vous voyez, là, pourquoi les hommes... Alors, il y aurait d'un côté les hommes violents, de l'autre les hommes en mauvaise santé. Bah, Oui, voilà, on va pas c'est faire vrai, une caricature. Ah oui, mais trouvez-moi l'intermédiaire, là. Ah non, mais vraiment... Bon, bah écoutez... Hein, Alors, il y a First Lisa qui dit ceux qui sont en bonne santé, on les garde. NJ qui dit à cet âge-là, les autres sont pris et les femmes, leurs femmes les gardent. Ah, voilà. Et pourquoi puis, j'en trouve pas. bon, donc, Oh. honnêtement, vous allez forcément, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est en forme. Ou alors, mais je vous dis, c'est pas anodin non plus de vous tendez une grande oreille très compatissante à des hommes qui sont un peu diminués physiquement et qui du coup sont pas, peut-être vous font moins peur. Bah, c'est drôle parce que les autres, je les vois pas, moi, en bonne santé. Mais non, mais c'est intéressant. Justement, que Mais vous ne écoutez, voyez hein. que des hommes qui où tout part en vrille là. Mais écoutez, hein, vous donnerez mon numéro si on vous appelle, hein, parce que moi, je suis ouverte à de... S'il y a des hommes en bonne santé qui vous appellent, Bah oui, bien sûr. qui nous appellent Ah au oui, tout à 39 fait. 21, Comment? qu'ils nous appellent au 39 21. Tout à fait, vous transmettez mon numéro. Hommes en bonne santé et comment nous avez-vous dit? Libre. Mais Libre, voilà. Non, attendez, pas libre. Si, si. Divorcé ou veuf. Oui, ah oui, parce que libre, c'est vrai, libre, il peut y Attention, avoir. les hommes, Oui, hein. oui, oui, oui. Ils ont Attention. plusieurs interprétations Oui. du mot. Attention les hommes, moi c'est ce que j'entends aussi. Ouais. Vous leur passez pas grand-chose maintenant aux hommes. Ah, Mhm. ah bon. Bah, en même temps, ça se comprend. Hein. À un moment, vous êtes tombé sur un qui vous a fait souffrir. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, bon, voyez, Alors. vous les loupez pas non plus. Bah, bonjour le tableau que vous nous avez dressé quand même. Hein. Ah bah, J'ai bien fait de vous appeler, Caroline. non mais attendez, ouais, non mais c'est bon, vous nous avez bien fait rire, mais plus sérieusement, je vous donne un peu le truc. Vous nous avez quand même dressé un tableau apocalyptique. Vous leur avez bien, vous les avez bien cassés. Oh, les pauvres. Bah, pourtant, Bah, vous voyez, même dans votre façon de dire, vous leur en voulez encore. Oh, Donc, d'une certaine façon, oui, tant que vous avez en vous ça, oui. il y a quelque chose qui peut pas se faire. Non. Mais bon, il y a peut-être encore des choses un peu à travailler. Ah, Voilà. ah bon. Il y a Marine qui dit, bon, c'est la fête des hommes ce soir, on a juste oublié les problèmes de prostate dans votre description apocalyptique. Allez, on va les laisser tranquilles, là. Fifi me dit, bon, c'est bon, on peut conclure. Oh, Allez, on va respecter leur pudeur. oui. Hein? Bon, Bonne chance. voilà. Merci, Caroline. Merci de votre appel. Au revoir, Denise. Au revoir. Au revoir. Il y a Mika qui dit moi je suis libre, en bonne santé, j'ai pas d'apnée, j'ai 36 ans, voilà, donc si Denise est intéressée. Et puis il y a Jo qui dit moi je ne prends que des sportifs, comme ça je ne suis pas déçue. Je sais pas si les sportifs sont les meilleurs amants. Hein. Brigitte dit comment rencontrer un nouvel amour? Vaste question. De toute façon, se laisser surprendre, éviter les a priori. Bonsoir Cathy. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Moi, ça n'a aucun rapport. Mais c'est pas grave. Les sujets se suivent et ne se ressemblent pas. Oui, mais justement, c'était un gros remerciement que je voulais vous donner à vous et à votre émission. Parce qu'il y a à peu près un mois et demi, un mois, vous avez permis pendant une bonne heure l'émission d'une dame qui voulait être aide-soignante, une dame d'une 50aine d'années qui savait pas comment faire, si elle pouvait à 50 ans pouvoir être aide-soignante. Et bien entendu, quand j'ai entendu ça,
j'ai pas voulu m'endormir, j'ai allumé la lumière, j'ai écouté, parce que j'ai une fille qui a 24 ans et qui a eu un très très grave accident quand elle avait 2 ans et demi, et qui est obnubilée par le fait d'être infirmière de bloc, et qui s'en est tirée avec plusieurs fractures du crâne, mais elle s'en est tirée. C'est une enfin, je sais plus comment on dit. Elle s'est tirée, elle a une force de caractère qui est terrible. Et elle m'a dit, moi, je veux absolument, elle n'a pas pu faire d'études parce qu'elle était opérée sans arrêt. Et elle m'a dit, je veux être infirmière de bloc, donc j'ai qu'un moyen, c'est être aide-soignante. Pendant 3 ans, pour après être infirmière. Donc, elle a essayé de passer des concours qu'elle a ratés, bien entendu. Et j'ai entendu dans votre émission, justement, qu'il y avait plein de possibilités, dont des écoles qui étaient intensives et qui permettaient qu'ils puissent passer des concours qui les emmenaient à l'école d'aide-soignante. Oui, je me souviens bien de cette émission. Il y avait un formateur qui était intervenu, qui intervenait. Et c'est ce formateur, j'ai appelé votre émission. Il a eu la gentillesse de me rappeler le lendemain. Et grâce à ce monsieur Adèle, j'ai pu mettre en rapport avec les écoles. Et puis, ma fille est rentrée dans l'école le lundi 9. Elle habite à Paris depuis 15 jours. Ah, c'est formidable, ça. Malgré un handicap à 80% qu'elle ne veut pas accepter parce qu'elle ne veut pas accepter l'handicap, elle est aux anges, elle est ravie. Et elle me dit, c'est une école qui dure 2 mois. Et pour emmener au concours. Et elle me dit, de toute façon, si j'ai pas les concours, j'ai trouvé une école et c'est ça que je voulais faire dire surtout aux personnes qui veulent le faire. Si elles ratent les concours là cette année, il y a une école qui s'appelle l'école d'Hydro et qui est sur une année scolaire qui commence en septembre et qui se termine en mars-avril au moment des concours, et qui vraiment, il y a des stages, il y a tout un tas de choses et qui leur permet d'avoir une année scolaire, qui leur permet de rentrer dans l'école d'aide-soignante. Et vous lui avez mis le pied à l'étrier. Et bon, c'est pas moi, c'est sa détermination. C'est le fait déjà que c'est ce que Adèle vous ait rappelé, vous ait expliqué comment faire. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans cette émission, c'est qu'elle se poursuit une fois les lumières du studio éteintes. C'est-à-dire qu'après, vous demandez parfois entrer en relation. Je précise qu'il faut le faire tout de suite, au moment même où l'émission a lieu. Voilà, parce que parfois je reçois des courriers, alors le temps que les courriers arrivent, on ne garde pas les coordonnées des intervenants, on n'a pas le droit de garder les coordonnées, donc il faut le faire vraiment au moment même, et après, je le fais le soir même. Mais voilà, il faut le faire le soir même ou au plus tard le lendemain, et c'est vrai que voilà, c'est ce que j'aime, c'est ces échanges hors antenne qui vous permettent, il y a du soutien, de la solidarité entre vous, et ça c'est formidable. C'est terrible, et je crois, elle n'avait pas de vie sociale, elle n'avait rien du tout, mais c'est une fille qui, malgré son handicap, faisait 2 heures de sport par jour, et parce qu'elle veut y arriver, sacrée volonté, elle veut être soignante, elle veut être infirmière de bloc. Elle y arrivera, à mon avis, elle y arrivera parce que c'est tout son parcours de vie, depuis petite fille, depuis cet accident qu'elle a eu à 2 ans et demi, qui est à l'origine de ce... qui est à l'origine de sa vocation, je ne sais pas. On peut le penser quand même, Oui, je crois aussi. Elle a grandi au milieu dans les hôpitaux. Ah oui, elle a grandi, elle n'a pas pu aller à l'école, enfin elle y a été, mais bon, en 2 ans, elle avait fait d'énormes progrès. Puis là, depuis le 9 janvier qu'elle a pris les cours, c'est incroyable, puis elle est heureuse. Elle a 24 ans, elle est à Paris, elle est dans un studio de 22 mètres carrés, et elle est ravie, elle est heureuse. Et je voulais vraiment vous remercier de votre émission, parce que je sais que ce passage avait duré assez longtemps. Ça avait duré pratiquement plus d'1 heure. Vous aviez repris après les infos. Et vraiment, c'était... Bon, moi, je suis restée... J'ai allumé pour pas m'endormir. J'étais vraiment très, très... parce que c'était pas que j'avais envie que ma fille me quitte, parce qu'elle est à 250 km maintenant. Oui. Mais on fait pas ses enfants pour soi, et c'est son bonheur. Oui, vous savez qu'elle est heureuse. C'était ce qu'elle souhaite. Oui. Et vraiment, je voulais vous remercier parce que vous faites beaucoup, et
Et c'est pour elle, pour moi, parce que moi, c'est l'heureuse, je suis heureuse. Et elle en a tellement bavé à l'école, quand elle y allait, elle était tellement renfermée sur elle-même, elle en était presque devenue autiste, elle revit. Elle revit vraiment. Ouais, Alors je voulais vraiment vous remercier pour tout ça, parce que c'est... moi, j'y suis pas pour grand-chose. C'est aussi cette émission sert à cela, à permettre d'échanger comme ça des expériences. Et si ça peut vous permettre de vous entraider, c'est aussi le but, c'est de créer du lien et de la solidarité aussi entre vous. Hein. Et quelquefois, ça peut. Il n'y a pas que des douleurs. Il y a aussi quelquefois du bonheur. Oui. Et je vous remercie de le partager avec nous, vraiment. Je voulais de toute façon, même si j'étais pas passée, je voulais qu'on vous le dise parce que c'est vraiment important. Je suis très touchée que vous ayez pris la peine d'appeler, Cathy. Et puis, à ce moment-là, n'hésitez pas à appeler ou que votre fille appelle pour nous donner un peu, nous dire comment elle évoluera. C'est pas trop le genre, vous savez, elle est pas trop à discuter. Mais moi, j'étais tellement, j'ai tout fait. Je vais chercher un appartement, parce qu'elle m'a dit, je vais partir à Paris si je fais ça. J'ai dit, d'accord, mais tu pars pas sans rien. Alors, ça lui donne une envie de vivre plus, et ça, c'est tellement important. Parce qu'elle est jolie comme tout, mais elle a une paralysie faciale, et ça, c'est dur à vivre quand on a 24 ans. Oui, je comprends. Elle a une prothèse à l'œil, elle n'entend pas d'une oreille, mais par contre, elle a une force terrible. Oui, elle a certainement une détermination, une force de caractère incroyable. Elle s'en est tirée parce qu'elle avait quand même un coma stade 3 profond. Hein. Oui, en effet. Oui. Alors, elle a une énergie, une envie de vivre extraordinaire qui fait qu'elle est là aujourd'hui. Le statut handicap, elle ne veut pas en entendre parler, elle veut pas de carte. Oui, mais c'est ce qui lui a permis de surmonter cette terrible épreuve et de se battre. Et même si, comme vous le dites, c'est compliqué, certainement, ce qu'elle vit à 24 ans, mais là, c'est formidable pour elle qu'elle ait pu intégrer cette école. Je reçois un message de Mika qui dit « Ma sœur fait cette formation d'aide-soignante à Saint-Étienne par le biais de l'hôpital où elle était ASH et je confirme, c'est une super formation. » Oui. Mais elle avait essayé de le faire, on est de Nevers, et elle avait essayé de le faire à Nevers, mais alors à Nevers, c'est une journée toutes les 3 semaines, et elle, avec son accident, il lui faut de l'intensif, il lui faut tous les jours, avec des horaires, c'est le problème de l'handicap. Bien Donc sûr, il faut pas qu'elle quitte une journée, il faut qu'elle soit vraiment dans son truc tout le temps. Et là, elle va pouvoir avoir cet encadrement-là. Elle l'a là pour l'instant, et elle a déjà des inscriptions de concours. Je vais avoir la possibilité de lui faire un stage au Val-de-Grâce, parce que j'ai des gens que je connais qui vont pouvoir la faire rentrer au Val-de-Grâce, et dans ça, sur un curriculum vitae, c'est important. C'est grâce à votre émission, c'est grâce à vous, et vraiment je vous en remercie parce que c'est moi qui vous remercie de nous avoir tenus au courant. Merci beaucoup, Cathy. Je vous tiendrai au courant quand elle avec plaisir, avec plaisir. Au revoir Cathy. Et bonne soirée, merci encore. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir Julien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vouliez revenir sur le témoignage d'Adeline, parce que vous avez eu, vous, un père qui était violent. Oui, tout à fait. Et vous-même, vous avez, à un moment donné, eu des comportements violents. J'ai eu des signes de prévention. J'ai eu des appels qui m'ont fait réagir. Mon père était violent avec ma mère et avec nous. Avec vous également. Voilà, avec les enfants. On a subi ça pendant de nombreuses années. C'est vrai que régulièrement, on entend souvent les gens dire les gens violents sont des gens qui ont vécu la violence à un moment ou à un autre. C'est très souvent malheureusement le cas, mais il faut savoir aussi qu'il y a des signes précurseurs et que si on a la volonté et qu'on s'attache à ces signes, on peut se faire aider, on peut s'en sortir et on peut trouver une solution de gérer ce problème qui en fait, pour moi, dans mon point de vue,
qu'un problème de gestion de sentiments, en fait. C'est des choses comme ça. Et comme souvent on dit que les gens violents le resteront toute leur vie, je tiens à dire qu'il y a possibilité de casser ce cercle et de s'en sortir et d'être une personne, tout ce qui est de plus normal, malgré le passé. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez été en parler ? C'est-à-dire que j'étais en relation avec une personne et des conflits, comme des conflits dans beaucoup de couples arrivent, et je me suis senti avoir des pensées, avoir des réactions à la limite d'en venir aux mains. Ouais. Et en ayant vécu ça, je voulais pas réitérer la chose. Donc j'ai été consulté, j'en ai parlé à mon médecin qui m'a orienté vers des spécialistes. Et puis une gestion de la nervosité, une gestion des sentiments, de pouvoir sortir un petit peu toutes ces choses refoulées qu'on garde en nous et qui font que bien souvent elles explosent, mais pas au bon endroit, ni au bon moment et ni avec les bonnes personnes. Et c'est pour ça que je tenais à dire qu'il y a toujours possibilité de s'en sortir. La porte n'est pas fermée. Quelqu'un de violent ou quelqu'un qui n'a subi la violence ne vivra pas toute sa vie dans la violence. C'est pas vrai. Oui, tout à fait. Il n'y a pas un déterminisme à tout prix. Voilà. C'est-à-dire comme vous l'avez fait, de faire la démarche, d'aller demander de l'aide. Et d'apprendre finalement à parler, à mettre des mots, de canaliser aussi ses émotions. Ça fait que vous pouvez sortir, évacuer ce que vous avez vécu et donc ne en rien suivre le chemin qui était celui de votre père. L'essentiel est de, pour mon cas, je parle pour des enfants ayant subi la violence et ayant grandi avec la violence, et d'arriver à écarter le fait que l'éducation ne fait pas partie de la vie. La violence, ne fait pas partie c'est une éducation qu'on vous donne. Quand vous le voyez, instinctivement, vous l'enregistrez et un jour, une situation déclenche ce facteur. Bien sûr. Et le truc, c'est d'arriver à faire comprendre à son subconscient que la violence ne fait pas partie de notre vie, quoi. C'est une pulsion animale et qu'on est capable de gérer, et que si on a du mal à la gérer, il y a des spécialistes, de très bons spécialistes, et il faut surtout ne pas avoir honte. Allez, c'est vrai que la première fois qu'on dit à son médecin ou un spécialiste que l'on a des comportements violents, a tendance à vouloir en venir aux mains, on a la peur du jugement, mais ces gens-là sont là pour ça, pour aider. Donc je pense que si ça peut aider d'autres personnes qui sont dans le déni et dans la peur du jugement, il ne faut pas hésiter à faire comprendre que non, il y a une solution, on peut s'en sortir et c'est pas une fatalité. Et je vous remercie beaucoup d'avoir appelé, parce que je trouve votre témoignage courageux de pouvoir en parler, parce que comme vous dites, c'est compliqué d'aller parler de sa violence, parce qu'il y a souvent ce côté où on est montré du doigt, et c'est là où les femmes aussi ont un rôle à jouer, les compagnes, parce que en ne réagissant pas, elles laissent les hommes face à leurs pulsions violentes. Exactement. C'est-à-dire, elles les laissent livrer à eux-mêmes, et c'est là où il est important de réagir, et parfois même, réagir, ça peut être porter plainte, parce que porter plainte, c'est aussi dire qu'il y a la loi. Quand ça va, il y a la loi, c'est rétablir la loi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire la loi, ça peut être aussi, c'est pas seulement la sanction, c'est aussi, il y a le côté thérapeutique. Mais c'est-à-dire il y a beaucoup de signes avant-coureurs, avant que l'irréparable soit connu. Alors justement, vous pouvez nous en parler de ces signes chez vous Il y a une tendance à chercher à soumettre sa compagne. C'est-à-dire que quand des pulsions nerveuses pour des choses bénignes qui sont exagérées, inappropriées, et où vous ne laissez pas votre compagne le droit de réagir, où il faut que votre compagne sache. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu une compagne qui a su gérer la chose et qui a su me guider pour me mettre face à moi-même. Donc j'ai eu cette chance-là qui me laissait m'emporter, pas violemment sur elle, mais qui me laissait m'énerver, me calmer, pour après discuter, qui ouvrait le dialogue, qui ne laissait pas passer la chose, pour me dire là tu as eu une réaction beaucoup trop importante, ce n'est pas tout à fait normal tout ça, elle savait mon passé, donc
de fil en aiguille, elle a su me guider intentionnellement, mais sans spécialement s'en rendre compte, pour me mettre face à moi-même. Et un jour, je me suis retrouvé dans une situation d'énervement et je me suis rendu compte moi-même que j'étais ridicule et que ma réaction était 50 fois trop élevée par rapport au sujet. Et donc de là, j'ai commencé à prendre conscience petit à petit en allant sur Internet, en discutant un peu avec les gens autour de moi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait possibilité de s'en sortir et que la vie peut être beaucoup plus belle qu'elle ne le paraît quand on est renfermé là-dedans. Parce qu'on a un sentiment de puissance. Quand on a tendance à être violent, on se croit supérieur à la femme. Souvent, ce qu'il en ressort, c'est souvent des comportements un peu machistes, entre guillemets, qui ramènent à la violence. C'est très souvent lié. Hein. Je sais que moi, mon regard sur la femme a complètement changé une fois que j'ai pu mettre un nom sur mon problème, une solution. Mais on sent que vous avez maintenant une distance. Vous en parlez très très bien. Hein, on sent la mesure, la portée du travail que vous avez accompli sur vous-même. Et je vous remercie je vous remercie vraiment d'avoir appelé parce que ça permet de comprendre et justement d'éviter un peu les clichés que l'on peut avoir autour de la violence, parce qu'il y a plusieurs formes de violence. Il y a toujours une histoire derrière, plusieurs. Il y a pas la violence, il y a des violences. Et il y a toujours des histoires derrière et toujours attention, évitons de stigmatiser. Bien sûr qu'il faut la dénoncer parce qu'il est inadmissible. Elle est inadmissible. Pour autant, souvent les auteurs de violences ont eux-mêmes été victimes dans leur parcours. Alors ils ont besoin d'aide aussi, et c'est dommage qu'on ne le prenne pas aussi en considération. C'est important à ce sujet de vous entendre en parler. Je vous remercie beaucoup d'avoir appelé, Julien, parce que ça éclaire beaucoup. C'est possible d'être mis en contact avec Denise. J'aurais aimé pouvoir parler avec cette personne. Ah ben bien sûr, on peut vous mettre en relation avec Denise, oui, sans aucun problème, bien sûr. Ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas. Beaucoup. Au revoir, Julien. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonsoir, Guillemette. Bonsoir. Bonsoir. Oh, je suis très heureuse de vous entendre. Mais moi aussi. Ça me fait plaisir. Vous êtes le plaisir d'aller au lit. C'est joliment dit. Je vis seule. Oui. Et franchement, quand j'écoutais l'émission tout à l'heure, j'étais dans mon séjour. Oui. Et après, je me couchais à minuit. Oui. Et là, hop, je mets Caroline. Oui. Et quel plaisir de vous entendre depuis le temps, vous, et puis tout ce réseau d'auditeurs, d'auditrices, avec des choses plus ou moins importantes, parce qu'en fait, pour quelqu'un, sa chose peut paraître peu importante aux autres, et alors c'est son importance bien sûr. aussi. Mais oui. Hein, c'est vrai. Oui, ce qui peut paraître futile un peu pour eux. Vous avez raison, pour quelqu'un et pour la personne qui traverse ça, qui vit cela, est extrêmement important. Quelquefois, on a l'impression d'être très malheureux et on l'est très très malheureux. Et ça fait du bien d'entendre des gens qui sont dans des problèmes inextricables et qui en parlent comme ça simplement, et puis qui n'en font pas un vrai malheur. Après, je me dis, attends, de quoi que tu te plains, ma fille, voilà. Donc, je voulais dire ça, que ça fait beaucoup de bien d'entendre votre émission. Je reviens sur votre auditrice tout à l'heure, justement, qui est du Beaujolais, je crois, qui est seule et qui aimerait bien chercher un homme. Denise, oui. Denise, oui. Voilà, je crois qu'on doit avoir à peu près le même âge. Moi, j'ai 64 ans. Et ce que j'ai remarqué, les hommes, déjà, pendant longtemps, où j'ai décidé que j'allais arrêter, qu'il fallait que je fasse ménage, parce que pendant longtemps, tout le monde me dit « Mais t'as au moins 10 ans de moins, c'est pas vrai, t'as pas l'âge là, t'as 10 ans de moins. Le problème, c'est que vous rencontrez, si vous faites 50 ans, vous rencontrez des hommes qui ont 50 ans. Hein? Vous avez 60 ans, vous rencontrez des hommes de 50 ans. Eux, ils veulent encore bien d'une femme de 50 ans, 45 ans. Plutôt 5 ou 10 ans de moins qu'eux. Et quand tout d'un coup, un homme de 50 ans, vous lui dites que vous avez 50 ans, ah non, c'est plus du tout pareil.
Vous voyez? Et quand vous allez à 55 ans, un homme de 55 ans, il ne regarde pas les femmes de son âge. Il regarde les femmes qui ont 50, 45 ans. Les hommes aiment les femmes qui ont 10 ans de moins. Et quand on arrive, nous les femmes, à 65 ans, les hommes de 65 ans ne s'intéressent pas à vous. Et donc vous dites, bon, bah, alors moi j'ai 65 ans, je vais plus intéresser que les hommes de 70 ans, ou plus. Ah oui. Alors moi je me dis, non, je vais pas faire... attention, ça peut être moi du jour au lendemain qui vais tomber malade. J'ai pas envie non plus, j'ai assez fait dans ma vie, assez donné. C'est pas bien ça. Si j'avais quelqu'un vraiment que j'aime, oui, c'est différent quand on a construit une relation. On ne quitte pas quelqu'un parce qu'il est malade. Tout à fait. Et puis même en peu de temps, on peut tomber très amoureux de quelqu'un. Bien sûr. Et bien sûr. S'il tombe malade peu de temps après, oui. on peut. Oui, d'ailleurs, on peut le soigner avec beaucoup d'amour. Oui, d'ailleurs, même Denise parlait de quelqu'un qui était greffé. On peut très bien vivre en étant greffé. Hein. Enfin, il y avait une forme d'agressivité un petit peu. Hein. Non, c'est ce que j'ai dit quand Denise parlait des hommes. Hein. Oui. On sentait que il y avait un passif évidemment dans ce qu'elle avait vécu et que ça ressortait. Oui. Hein, quand même, elle leur en voulait. Elle avait des raisons, mais elle leur en voulait. Et ça devait jouer dans les relations qu'elle avait avec eux. Mais ce que vous dites par rapport à l'âge, oui, est assez juste. Ou alors, on rencontre des gens sympathiques. Il faudra qu'on en reparle une autre fois, ma chère Guillemette, parce que là, on arrive à la fin de l'émission, mais ça pourra faire l'objet d'une autre émission, parce que les relations hommes-femmes, ça passionne tout le monde. Et l'amour, surtout. Je vous embrasse. Très belle nuit. Très belle nuit. Et très bon week-end.